Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de l'Academia pour le mois d'octobre 2021. Alors, le sujet d'aujourd'hui, ce sera l'ère du Verseau et le phénomène de précession des équinoxes. Alors, tout d'abord, quand on parle d'ère du Verseau, habituellement, dans le New Age ou le Nouvel Âge, on parle de l'avènement d'un monde nouveau qui viendrait pour le 21e siècle ou éventuellement le 22e siècle, qui précipiterait l'humanité dans un nouveau champ de conscience. Les gens seraient plus éveillés, plus réceptifs à toutes ces choses de l'invisible, et ce qui apporterait un progrès dans le domaine des sciences, de la société et tout un tas d'autres choses. Donc, grosso modo, l'on peut considérer que le concept de nouvel âge associé à l'ère du Verseau est une théorie qui se place dans une idéologie utopiste d'un monde meilleur. Mais aujourd'hui, nous allons tenter d'aller plus loin, comprendre d'où vient ce concept, son fonctionnement et sur quel élément de la mythologie, de l'histoire et de la tradition il s'appuie. C'est ainsi que nous allons découper cette conférence en 3 parties. La première va permettre d'explorer le concept de précession des équinoxes, qui est un phénomène scientifique que nous allons pouvoir observer et que nous allons expliquer. Nous allons tout d'abord parler de son fonctionnement scientifique, ensuite nous allons présenter l'histoire de la découverte du phénomène de précession des équinoxes, ce qui va nous amener sur les chemins de l'astronomie, de l'astrologie et également du concept des signes des signes du zodiaque et des constellations. Et nous allons voir quels sont les problèmes entre l'astrologie et l'astronomie. Ensuite, nous entrerons dans une deuxième partie, celui de la cyclologie. Alors, la cyclologie est un concept ésotérique qui parle d'une succession des âges ou une succession des ères, d'où l'ère du Verseau qui va succéder à l'ère des Poissons et qui lui-même succédait à l'ère du Bélier. Mais nous allons décortiquer tout ça par la suite. Ensuite, pour conclure cette émission, une troisième partie où nous parlerons de l'ère du Verseau à proprement parler, de la théorie de l'âge du Verseau pour être exact, avec les différents courants, le concept des enfants indigos, le concept du nouveau paradigme, et nous allons les confronter aux éléments scientifiques, mais également aux données traditionnelles. Et je vous proposerai à la fin une conclusion somme toute tout à fait personnelle, qui est un point de vue plutôt occultiste sur la question. Alors pour cette deuxième partie, nous allons présenter le concept de cyclologie et la succession des ères astrologiques de l'humanité. Tout d'abord en commençant par les ères dites primitives, ou celles si vous préférez qui concernent la préhistoire de l'humanité. Ensuite nous passerons à l'ère du Lion, sensiblement 10 750 à 8600 ans avant Jésus-Christ, puis l'ère du Cancer, 8600 à 6450 avant Jésus-Christ, l'ère des Gémeaux, 6450 à 4300 avant Jésus-Christ, puis l'ère du Taureau, 4300 à 2150 avant Jésus-Christ, enfin l'ère du Bélier, 2150 à l'an 1 de notre ère, et puis nous entrons dans l'ère du Poisson, notre ère actuelle, qui s'échelonne donc à peu près de l'an 1 jusqu'à l'an 2150 dans l'avenir, et ce qui amènera l'avènement de l'ère du Verseau. Alors, ce découpage tel que je vous le présente à l'instant est celui qui est repris par la plupart des théoriciens de l'ère du Verseau, avec quelques petites variables de date, c'est-à-dire que dans cette cyclologie présente, chaque ère zodiacale ou chaque ère astrologique est présenté sur une valeur équivalente de 2150 ans. Alors certains auteurs vont vous dire 2200 ans, cela vient du fait que le grand cycle de précession des équinoxes est donné en date variable. On donne un maximum de 26 000 années pour le grand cycle, mais certains vont vous dire que c'est 25 680, 25 780, etc. avec quelques petites variables sur ce grand cycle, qui pose plusieurs questions bien sûr. Donc là, les découpages des ères astrologiques tels que présentés sont égaux. Même si, encore une fois, je vous rappelle que les constellations du zodiaque ne sont pas égales astronomiquement parlant dans le ciel, donc ce découpage est basé sur les maisons zodiacales et non pas sur les constellations zodiacales. Notons également qu'il fait démarrer l'ère du Poisson à peu près en l'an 1, je vous rappelle que l'année 0 n'existe pas dans le calendrier, donc -1 ou 1 au choix, et que ceci fait coïncider l'ère du Poisson avec la naissance du christianisme. Mais ceci est aussi basé sur le concept d'astrologie tropicale, si l'on peut dire. Et nous reviendrons sur ce point un petit peu plus tard. Alors avant de décrire un petit peu toutes ces ères successives et les grandes étapes de l'humanité dans le concept de cyclologie, rappelons néanmoins que la cyclologie est un concept ésotérique et qui n'est pas reconnu
par la science. Donc, encore une fois, nous sommes sur une connotation plus spirituelle, si l'on peut dire. Alors, comment s'articule l'idée de cyclologie ? Eh bien, cela consiste à dire qu'il existe un grand schéma perpétuel, une architecture du monde ou une sorte de grande roue cosmique perpétuelle et reproductible. C'est ainsi que la Terre tourne sur elle-même tous les jours, tourne autour du Soleil tous les ans, tourne grâce à ce phénomène de précession des équinoxes sur un grand cycle de 26 000 ans, ou la grande année si vous préférez, et de la même façon que les saisons se succèdent, la nature reprend vie au printemps et meurt en automne. Dans le concept de cyclologie, les humains prennent naissance, croissent, meurent, et puis se réincarnent ou ressuscitent après dans un cycle perpétuel. C'est ainsi que la cyclologie, c'est la reproduction perpétuelle des choses dans une grande roue cosmique. C'est ainsi que la succession des ères astrologiques se répète successivement et perpétuellement, ce qui est vrai sur un point de vue astronomique, certes, mais dans le concept ésotérique, cela amène des changements liés à des forces véhiculées par ce symbolisme des ères astrologiques. Donc chaque ère astrologique a son propre symbole, a ses propres énergies et qui apporterait quelque chose à l'humanité. Et donc, on pourrait faire un comparatif avec le sujet de ma première émission, qui traitait du cycle des âges ou du mythe des âges de l'humanité, avec, vous savez, l'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge d'airain, l'âge des héros, l'âge de fer, etc. Tout ça, on pourrait faire quelques rapprochements, même si les découpages ne sont pas tout à fait les mêmes, avec l'idée que la cyclologie va amener un nouvel âge d'or dans les temps futurs et que les théoriciens de l'ère du Verseau disent que justement le retour de cet âge d'or sera marqué par l'arrivée de l'ère astronomique du Verseau. Voilà grosso modo pour le concept de la cyclologie, mais nous reviendrons sur le phénomène du retour perpétuel ou le mythe de l'éternel retour un petit peu plus tard dans la troisième partie. Alors maintenant, commençons le cheminement des ères astrologiques. Tout d'abord, les ères primitives. Alors, primitives tout simplement parce que l'humanité est encore au stade de chasseurs-cueilleurs, ce sont encore des nomades qui n'ont pas inventé l'agriculture et la sédentarisation. De ce fait, il est très difficile de pouvoir interpréter une symbolique forte ou particulière par rapport à ces différents ères astrologiques. Alors je vous rappelle qu'on va commencer la proto-histoire avec l'ère du lion, de ce fait avant l'ère de la Vierge, de la Balance, du Scorpion, du Sagittaire, du Capricorne, du Verseau, du coup, eh bien, l'histoire de l'humanité étant beaucoup plus lente, beaucoup plus étalée dans le temps, dans la période de la préhistoire, il est très difficile d'isoler des concepts, par exemple l'apparition du feu, l'apparition des premiers rites funéraires, l'apparition de l'outillage, manipulation de l'arc, etc. Tout ça. Il faut comprendre que, aux yeux de la préhistoire de l'humanité, il y a eu plusieurs roues complètes de la précession des équinoxes qui ont eu lieu pendant la préhistoire. Donc il est très difficile de pouvoir isoler des concepts précis sur ces différents ères astrologiques. C'est ainsi que nous allons directement entrer dans l'ère du lion. Alors je vous rappelle, sensiblement 10 700 à 8 600 avant Jésus-Christ. Alors qu'est-ce que l'on peut dire particulièrement de l'ère du lion ? Tout d'abord sur quelques aspects historiques, pragmatiquement. Tout d'abord au niveau de la période, cela marque la fin de la préhistoire et le début de la proto-histoire. Alors, avec une petite réserve néanmoins, c'est-à-dire que l'humanité n'a pas élaboré ces changements à la même époque suivant les différentes régions du monde. C'est-à-dire que là, je prends en référence le Vieux Monde et principalement la Mésopotamie, l'Anatolie, le Proche-Orient et on va dire le monde méditerranéen au sens très large bien entendu. Mais il est évident que par exemple, si l'on prend l'Afrique subsaharienne, si on prend l'Amérique du Sud, centrale ou même du Nord, eh bien le passage à la proto-histoire ne s'est pas fait tout à fait à la même époque, tout simplement. Alors ce n'est pas une notation de mieux ou de moins bien, c'est simplement que l'humanité a suivi des chemins à des rythmes variables suivant les régions du monde, suivant les conditions climatiques et tout un tas d'autres paramètres. Donc là, dans le concept des ères astrologiques, nous nous concentrons ce que l'on va appeler sur le Vieux Monde, c'est-à-dire l'espace méditerranéen, Mésopotamie, Anatolie, Égypte, etc., etc. Alors, au niveau des grands événements que l'on pourrait placer dans cette période chronologique, eh bien, on pourrait y situer la fin de la dernière période glaciaire, c'est-à-dire la période du Drias III, donc la fin de la montée des eaux, que certains ont assimilé au mythe du déluge. Vous savez, ayant suivi mes travaux, que je ne partage pas spécifiquement cette théorie, je lui préfère d'autres théories qui me semblent plus recevables. Mais
Restons sur les éléments, c'est bel et bien la fin de la période de Trias 3, donc la fin de la montée des eaux qui s'est étalée sur plusieurs milliers d'années, bien entendu. Donc la fin de la période glaciaire et le début du Holocène, c'est-à-dire la sixième extinction des espèces. Alors au niveau de quelques progrès technologiques que l'on pourrait illustrer pendant la période de l'ère du lion, on peut noter bien sûr le début de l'agriculture, de la sédentarisation et de l'installation permanente sur des sites. Au niveau de l'architecture, un exemple notable, pour en citer qu'un seul, ce serait les temples de Göbekli Tepe, qui ont été bâtis sensiblement entre 10 000 et 8 000 avant notre ère. Au niveau des cultes et des religions qui étaient pratiquées pendant l'ère du lion, eh bien c'est très difficile à dire. Nous ne disposons pas de texte, simplement quelques iconographies via notamment les temples de Göbekli Tepe, etc. Tout ça. Donc on peut déduire avec certitude qu'il y avait un culte des ancêtres ou un culte des mânes. On peut illustrer la croyance en des grands esprits, en des forces invisibles qui organisaient et régissaient le monde, mais on ne peut pas aller plus loin et établir par exemple la connaissance d'un panthéon et d'une cosmogonie complexe. Cela est possible bien entendu, mais nous n'avons pas d'informations pour l'attester. Alors un point tout à fait capital, et qui est très rarement abordé dans le concept cyclologique des ères astrologiques. Si l'on dit que l'ère astrologique c'est celle du lion, c'est basé sur le point vernal qui dit qu'à l'équinoxe de printemps pendant cette période, eh bien, le soleil se levait dans la constellation du lion. Mais cela veut aussi dire, par extension, qu'au moment de l'équinoxe d'automne, c'est-à-dire au mois de septembre, eh bien, pendant ladite ère du lion, en réalité, au niveau de l'équinoxe d'automne, nous étions dans l'ère du Verseau, en l'occurrence, c'est-à-dire son exact opposé. Et ça, c'est très important, puisque c'est, vous en conviendrez, un choix arbitraire dans l'absolu que de prendre l'équinoxe de printemps. On pourrait tout à fait prendre l'équinoxe d'automne ou prendre le solstice d'été ou le solstice d'hiver, ce qui de facto donnerait un autre point de vue d'observation. Si on prenait l'équinoxe d'automne, alors pour illustrer un petit peu, dans certaines civilisations, on considère que le printemps, c'est le début de l'année, au sens c'est la régénération de la nature, et donc l'arrivée des beaux jours, etc., de la vie prospère, si l'on peut dire. Et puis inversement, l'équinoxe d'automne est plutôt considéré comme la mort, le passage dans l'au-delà, la fin de toute chose, etc., puisque c'est l'entrée dans l'hiver, si l'on peut dire. Mais pour certains peuples, notamment chez les Celtes, le début de l'année était matérialisé par la nuit de la Samin, c'est-à-dire la nuit du 31 octobre au 1er novembre. Donc quelques temps après l'équinoxe d'automne. Donc le début de l'année, par rapport aux différentes civilisations, ne se place pas au même endroit. Donc, suivant les différentes considérations théologiques et cosmogoniques, on pourrait considérer que l'équinoxe d'automne est peut-être plus important que l'équinoxe de printemps. Cela va dépendre des cultures. De ce fait, avec l'autre lecture, nous n'aurions pas été à l'ère du lion à cette époque, mais à l'ère du Verseau. Et ce qui change évidemment de nombreux paramètres, sur le point de vue de l'analyse symbolique, j'entends. Mais nous y reviendrons tout à l'heure. Alors, pour le moment, poursuivons avec l'époque suivante, c'est-à-dire l'ère du Cancer, sensiblement 8600 à 6500 avant Jésus-Christ. Comme vous aurez vu, je fais des simplifications de dates, puisque nous sommes sur des échelles de temps extrêmement longues. Alors, au niveau de la période, nous sommes cette fois-ci pleinement entrés dans la proto-histoire, toujours dans le même concept géographique, bien sûr. Au niveau des événements, c'est tout d'abord le développement de nombreux villages. On pourrait citer les exemples notables de Çatalhöyük, Nevalikori, mais encore Caramel, etc. Caramel qui est un petit peu plus ancien d'ailleurs, mais aussi de Jéricho, etc. Donc on peut dire que la sédentarisation est devenue réellement prégnante, puisque à la période précédente, on était plutôt dans le mésolithique, c'est-à-dire période de semi-sédentarisation, alors que là, pendant l'ère du Cancer, on est vraiment dans la sédentarisation. Au niveau de quelques progrès technologiques, on pourrait parler de l'évolution de l'outillage, tout d'abord le néolithique, la pierre polie, mais également l'embryon de la technologie de la métallurgie du cuivre, alors parfois utilisé seulement en cuivre natif, pas forcément avec métallurgie. On a le développement massif de la céramique, des poteries, un développement des rites funéraires. Alors, ces derniers existaient bien évidemment préalablement, mais cette fois-ci, on va voir des tombeaux plus élaborés, avec des tertres et tout un tas de choses qui attestent une évolution dans la pratique funéraire. C'est également l'établissement de la hiérarchie sociale. Alors, elle existait probablement déjà avant, mais cette fois-ci, on peut l'attester avec ces villages où on voit des bâtiments communautaires avec une sorte de vie collective qui s'organise autour d'un chef et d'un clergé, une caste de prêtres avec plusieurs castes sociales, si l'on peut dire, entre les travailleurs, les guerriers et tout un tas de choses, notamment dans les sociétés indo-européennes.
Au niveau de l'architecture, on pourra noter le site de Nabta Playa, dont je vous ai déjà parlé, qui fait office de prototype d'observatoire astronomique, si l'on peut dire, et qui a été bâti sensiblement au 7e millénaire avant Jésus-Christ, soit pendant l'ère du Cancer. Au niveau des cultes, eh bien, on peut poser exactement les mêmes problématiques que pour l'ère du lion préalable. Nous ne disposons pas de suffisamment d'informations pour pouvoir attester empiriquement les cultes qui étaient pratiqués. Mais on peut hypothétiser un glissement progressif de l'animisme, c'est-à-dire le culte des mânes et des ancêtres et des grands esprits, vers progressivement le polythéisme. Alors on ne peut pas dater précisément ce passage, je vous l'avais déjà noté pendant l'ère du lion, je le note encore dans l'ère du cancer et je le noterai probablement encore dans l'ère suivante. Notez que dans le signe opposé, c'est-à-dire celui de l'équinoxe d'automne à la même période, eh bien nous serions dans l'ère du Capricorne, en opposition. Passons maintenant dans l'ère des Gémeaux, soit environ 6500 à 4300 avant Jésus-Christ. Au niveau de la période, nous sommes toujours dans la période de la proto-histoire, mais vers la fin de cette période de transition, si l'on peut dire. On pourrait dire que nous sommes également dans l'âge du cuivre, puisque la métallurgie du cuivre va être progressivement maîtrisée, on en parle juste après. Au niveau des événements ou des changements sociaux, si l'on peut dire, on n'est plus seulement au stade du village, mais on va passer dans le stade des proto-civilisations, c'est-à-dire d'organisations collectives un peu plus massives, du commerce qui se fait sur de longues distances et de façon régulière. On pourrait citer notamment pendant cette période la cité-civilisation de Hamukar en Syrie, qui a déjà une ville d'importance avec plusieurs milliers d'habitants et qui fait du commerce sur un vaste territoire géographique. Au niveau des progrès, on peut noter l'apparition de la roue, de la métallurgie du cuivre, comme je vous le disais, qui est proprement maîtrisée pendant cette période, mais également de la navigation, puisqu'on va pouvoir observer des mouvements de population, notamment la colonisation des îles de Malte, de la Sicile, etc., qui ont eu lieu pendant cette période, et donc qui attestent que les humains se sont tournés vers la mer. Alors, ils l'avaient déjà peut-être fait préalablement, encore une fois, mais pendant cette période, on peut attester d'une pratique de la navigation. Au niveau de l'architecture, nous sommes entrés dans l'âge des mégalithes ou du mégalithisme, mais également des mastabas pour l'Égypte. Nous allons avoir des tombeaux funéraires cette fois qui sont beaucoup plus massifs, dans le cadre des dolmens, des allées couvertes ou des cairns, mais également l'apparition des premiers cromlechs et des alignements de menhirs pendant cette période. Alors donc on voit que les sociétés humaines s'organisent et se hiérarchisent évidemment par cette évolution. Au niveau des cultes, nous sommes toujours donc même problématique dans le glissement de l'animisme vers le polythéisme, sans pouvoir exactement décrire des points d'avancée spécifiques, si ce n'est qu'on remarque que le culte des ancêtres est toujours extrêmement présent dans ces sociétés, que l'apparition de divinités au sens anthropomorphique est probablement déjà apparue pendant l'ère des Gémeaux, peut-être même avant, bien entendu, sans pouvoir l'affirmer, mais on peut stipuler qu'à ce stade, des grandes divinités ont déjà pris forme et ont remplacé le concept des grands esprits. Au niveau de l'ère opposée, eh bien nous serions dans l'équinoxe d'automne, à savoir dans l'ère du Sagittaire, en équivalence. Passons directement à l'ère du Taureau. Alors celui-ci devient plus important, si l'on peut dire, aux yeux de l'histoire de l'humanité. Nous sommes de 4003 à 2000 avant Jésus-Christ, et cette fois-ci nous quittons la proto-histoire pour la période de la haute antiquité. Et au niveau des événements, bien sûr, c'est les grandes civilisations de Mésopotamie, avec Sumer et Akkad, mais également les civilisations égyptiennes en Afrique du Nord. On va également voir progressivement apparaître la civilisation minoenne et quelques autres de par le monde, etc., etc. Donc cette fois-ci, ce n'est plus simplement des villages, ce sont des cités, des grandes cités qui règnent sur des territoires excellemment vastes. Au niveau des progrès, eh bien, l'invention majeure, c'est l'écriture qui va apparaître dans l'ère du Taureau, mais également la métallurgie du cuivre toujours présente, mais aussi la métallurgie du bronze qui va la supplanter. Et puis des villes, encore comme je vous le disais, beaucoup plus importantes, avec des fortifications, des bâtiments communautaires, des maisons à plusieurs étages, de l'irrigation, mais également un développement massif de l'agriculture qui se perfectionne avec de nouvelles technologies, etc., etc. Parfois même des réseaux d'acheminement de l'eau qui vont apparaître pendant cette période, etc. Encore une fois. Au niveau de l'architecture, on pourra noter principalement les grandes pyramides de Gizeh, par exemple, qui apparaissent à cette époque, ou encore les ziggourats en Mésopotamie. Alors, au niveau des cultes, cette fois-ci, nous avons plus d'informations. Nous savons que dans les civilisations nommées préalablement, nous sommes entrés cette fois-ci dans le polythéisme. Nous avons un panthéon avec des divinités multiples qui sont révérées, qui ont un culte organisé avec un clergé. Ceci est bien structuré. Bien sûr, le culte des ancêtres et des esprits existe encore, mais se perfectionne avec une cosmogonie plus complexe. Notons
Et ce qui est une des premières curiosités parfaitement intéressantes de l'ère du taureau, c'est que cela correspond avec l'apparition de figures mythologiques et symboliques du taureau dans ces civilisations. On pourrait parler par exemple du taureau céleste dans la civilisation mésopotamienne avec de nombreuses représentations du taureau qui est représenté avec des ailes en l'occurrence et qui semble un marqueur tout à fait important de la civilisation mésopotamienne. On pourrait citer en équivalence en Égypte le culte du taureau Apis, qui est donc la forme manifestée et sacrificielle de Osiris en l'occurrence, et qui représente cet être qui doit mourir pour régénérer le monde, si l'on peut dire. Donc on voit que pendant l'ère du taureau, eh bien, la figure du taureau semble omniprésente dans les cultes, encore une fois, du vieux monde, c'est-à-dire méditerranéen, Égypte et Mésopotamie. Et puis en ère opposée, c'est-à-dire au moment de l'équinoxe d'automne à la même période, eh bien nous aurions été dans l'ère du Scorpion. Nous passons ensuite dans l'ère du Bélier, sensiblement 2100-2150 avant Jésus-Christ et jusqu'à l'an 1. Alors au niveau de la période, nous sommes bien évidemment dans la période de l'Antiquité. Tout à l'heure je vous disais haute Antiquité, je pourrais dire basse Antiquité, même ce n'est pas forcément tout à fait exact. Disons simplement l'Antiquité dans sa plus grande part, si l'on peut dire. Au niveau des événements, eh bien, ils sont innombrables, parce que déjà bien documentés, on pourrait citer la création de nombreuses civilisations, des thalassocraties comme les Étrusques, les Phéniciens, la société grecque, etc. On pourrait parler de l'apparition de la démocratie athénienne et dans le monde hellénistique. On pourrait parler des empires, l'apparition des empires, notamment avec Rome à la toute fin de l'ère du Bélier. On pourrait parler de l'empire achéménide des Perses, on pourrait parler des empires égyptiens, le Moyen Empire et le Nouvel Empire égyptien, etc. Ou encore l'empire hittite. Donc les événements sont innombrables dans cette période de l'ère du Bélier. Au niveau des progrès, eh bien nous sommes toujours dans la métallurgie du bronze, mais nous allons progressivement passer à l'âge du fer, et puis c'est aussi l'abondance de la littérature, des sciences, que ce soit astronomique, astrologique, ce que nous illustrions d'ailleurs dans les premières parties de cette émission, c'est un grand développement dans de nombreux domaines de la science, bien entendu, mais également l'écriture d'épopées littéraires, on pourrait citer l'épopée de Gilgamesh, on pourrait citer l'Iliade et l'Odyssée du poète Homère, la Théogonie d'Hésiode, le livre des morts égyptiens et encore de nombreuses autres choses. Au niveau de l'architecture, de la même façon, c'est innombrable, je ne vais pas vous citer tous les exemples de temples et de bâtiments tout à fait notables de cette période. Pour noter simplement, disons que la plupart des temples du monde grec ont été bâtis à cette époque, le Mausolée d'Halicarnasse, le colosse de Rhodes, les jardins de Babylone, la tour Etemenanki du roi Nabuchodonosor de Babylone, etc., etc. C'est également là, sur un plan mythologique, qu'on pourrait placer le temple de Salomon, le deuxième temple de Jérusalem, le temple de Zorobabel, etc., etc. Au niveau des cultes, nous sommes toujours majoritairement dans le polythéisme, bien entendu, avec des panthéons de divinités, si ce n'est que certains d'entre eux prennent la figure d'un énothéisme. Alors l'énothéisme qui en fait considère qu'il n'y a qu'une seule divinité, mais que celle-ci se manifeste sous des aspects multiples. Donc on pourrait dire que c'est une sorte de monothéisme, mais avec des représentations et des cultes avec des prismes variables, si l'on peut dire. Ensuite, on peut noter le culte du bélier. De la même façon que le taureau dans l'ère précédente, on pourra noter la présence de cet animal qui est récurrente dans de nombreuses traditions religieuses de cette période, notamment chez les Hébreux, mais également en Afrique du Nord, également chez les Grecs. On pourrait citer la célèbre toison d'or avec Jason et les Argonautes qui vont chercher cette fourrure de bélier. Donc on voit que ce symbole revient de façon assez récurrente, si l'on peut dire, pendant cette période temporelle. Alors ensuite, en opposition, toujours pareil, à la même période, à l'équinoxe d'automne, nous aurions été dans l'ère de la balance. Donc pourquoi pas, après tout, c'est vrai que on constate que dans le dit ère du bélier, eh bien en fait le symbole de la balance est tout aussi omniprésent. C'est le mythe de l'épée de Damoclès, c'est le jugement d'Osiris dans le tribunal des morts en Égypte, c'est le symbole de la justice qui est omniprésent, bien évidemment, c'est le mythe autour du roi Salomon avec cette justice impartiale, etc. Tout ça. Donc le symbolisme de la balance semble tout à fait en équivalence, si je peux dire, avec l'ère du bélier. Alors du coup, peut-être que cet antagonisme initial, donc équinoxe d'automne et équinoxe de printemps d'un côté, donc bélier-balance, créerait en fait une synergie parfaite qui pourrait illustrer les grands concepts de cette ère astrologique, si je peux dire, ou ce double ère astrologique, si l'on peut dire. Et cela sera tout à fait parlant avec le suivant.
Alors maintenant, nous sommes arrivés à l'ère des poissons, qui, comme je vous le disais, commence sensiblement en l'an 1 ou éventuellement l'an -1 et se terminerait en 2150 après notre période actuelle. Du coup, alors au niveau période, nous sommes à la fin tout d'abord de l'Antiquité, c'est également le Moyen-Âge, puis les temps modernes, la Renaissance, le siècle des Lumières, et puis l'époque contemporaine pour arriver jusqu'à notre époque 2021 où je vous parle actuellement. Et cela va se poursuivre encore quelques temps. Au niveau des événements, eh bien, ils sont encore une fois innombrables. Cela va de la chute de Rome avec l'apparition du christianisme, en passant par des nombreux prodiges d'architecture, jusqu'à l'aventure spatiale avec Yuri Gagarin dans l'espace, le premier pas sur la Lune, etc., etc., etc. Au niveau des progrès, eh bien, dans les domaines de la médecine, de l'industrialisation, puis c'est l'électricité, l'internet, et aujourd'hui c'est même Netflix ou la télé-réalité. Pas certain dans ce cas présent que l'on puisse parler de progrès, mais ceci est un autre débat, en l'occurrence. Pareil au niveau de l'architecture, c'est innombrable, je vous citais les cathédrales gothiques, Versailles en passant par le musée du Louvre et tout un tas d'autres choses. On voit que l'ère du poisson est extrêmement fournie, si l'on peut dire, en invention et tout un tas d'autres choses, avec ce qu'on pourrait appeler un phénomène d'accélération entre les ères. Mais nous reviendrons sur cette problématique un petit peu plus tard. Au niveau des cultes, eh bien, c'est l'apparition des grandes religions monothéismes tout d'abord. Alors, pareil, on pourrait dire que le judaïsme est une religion qui apparaît évidemment pendant l'ère du Bélier, c'est-à-dire la période précédente, comme son symbolisme d'ailleurs peut l'attester, mais néanmoins le judaïsme va se retransformer avec notamment l'apparition du Talmud, et donc de ce fait on pourrait dire que le monothéisme juif appartient également à l'ère du poisson dans une certaine mesure. Mais c'est surtout l'apparition du christianisme, bien évidemment, un petit peu plus tard de l'islam, et évidemment aussi c'est l'apparition de l'athéisme. L'athéisme, qui est une donnée assez peu présente dans les sociétés précédentes, est une donnée qui aujourd'hui est devenue importante dans la société actuelle, voire même majoritaire dans certains pays. Et puis c'est également l'apparition des nouvelles formes de spiritualité, alors le spiritualisme, le New Age et tout un tas d'autres courants philosophico-mystiques, etc., qui peuvent exister de nos jours. Donc on voit que l'ère des poissons, si je puis dire, ce n'est pas seulement une grande avancée technologique, mais c'est une grande variable et une multiplicité des concepts religieux, de pensée, philosophiques, etc. Donc en fait, le processus d'accélération et de démultiplication n'est pas valable que pour l'architecture et le progrès, c'est également valable pour les idées dans la période dite de l'ère du poisson. Alors ensuite, en ère opposée, donc à l'équinoxe d'automne à la même période, eh bien nous serions dans l'ère de la Vierge. Alors là, c'est tout à fait pertinent, puisque on a souvent dit, et c'est vrai d'ailleurs sur un plan historique, que le symbole des premiers chrétiens était le symbole des deux poissons, donc qui matérialisait le Christ, avec ce symbole, donc le fameux chrisme, qui représenterait à la fois le symbole du poisson et de Jésus, fils de Dieu sauveur, etc. Donc le Christ représenterait le poisson, et de l'autre côté, Jésus serait censé être né donc de Marie, ou la Vierge Marie, et la Vierge, comme vous aurez tout compris. Or, le signe, l'ère astrologique des poissons correspond en opposition au mois de septembre avec l'ère astrologique de la Vierge. Et donc nous aurions d'un côté Jésus et Marie, ou le poisson et la Vierge, ce qui créerait une belle synchronicité dans le symbolisme, en tout cas. Alors, nous pourrions considérer que, en fait, il y a une sorte de lien entre les phénomènes célestes du ciel avec la vie de nous autres pauvres humains, que les deux choses seraient liées comme une sorte de microcosme et de macrocosme. Néanmoins, allons un tout petit peu plus loin et tentons d'illustrer un problème dans cette cyclologie. Un problème par rapport aux différents angles de lecture que l'on va faire pour l'illustrer. Là, actuellement, je vous décrivais des événements qui ont lieu pendant les dites ères astrologiques. Mais certains penseurs qui théorisent sur l'ère du Verseau vont tenter d'illustrer des concepts sociologiques propres à chaque ère, que en gros une ère aurait donné naissance à certains concepts, certaines idées, etc. Tout ça. Et cela peut se défendre si on prend les dates que je vous ai citées pour les ères astrologiques. Mais vous allez voir qu'il existe d'autres grilles de lecture pour le découpage de ces ères, notamment sur le point de vue de l'astrologie sidérale et de l'observation astronomique. Et c'est ainsi que nous allons voir justement quelques grilles de lecture différentes par la suite. Alors, avant d'y aller, parlons justement un petit peu de cette ère du Verseau.
Alors, dans la plupart des perspectives actuelles, l'ère du Verseau est censée commencer sensiblement en 2150 de notre ère et se terminer en 4300 ans après Jésus-Christ. Donc comprenez, l'ère du Verseau commencerait dans un petit peu plus de 100 ans. Alors néanmoins, il existe de grandes controverses sur la période de démarrage de l'ère du Verseau. Les principaux penseurs de la dite ère du Verseau sont par exemple Marilyn Ferguson, Paul Lecourt, Alice Bailey, Rudolf Steiner, John Sandi, etc. Il y en existe de nombreux autres, bien évidemment. Aucun n'est d'accord sur le commencement de l'ère du Verseau. Par exemple, Rudolf Steiner considère que l'ère du Verseau commencera seulement en l'an 3500 après Jésus-Christ, donc c'est-à-dire dans plus de 1000 ans. Inversement, Paul Lecourt considérait que l'ère du Verseau allait commencer sensiblement en l'an 2100-2150 à peu près. Inversement, d'autres personnes comme Alice Bailey ou encore Marilyn Ferguson considéraient que l'ère du Verseau était en train d'arriver de façon totalement imminente, quasiment vers l'an 2000 si l'on peut dire. Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est toujours pareil. Quelle est la longueur d'une maison zodiacale ? À partir de quand la fait-on commencer ? Et surtout, considère-t-on que ces maisons sont de durée égale ou de durée différente, suivant une considération astronomique ou pas ? C'est ce que nous allons voir juste après, encore une fois. Mais, encore une fois, restons un court instant sur l'ère du Verseau et les perspectives de cette période. Dans cette idée cyclologique, l'ère du Verseau va apporter, parmi du moins tous les penseurs que je vous ai cités, va apporter une sorte de nouvel âge d'or, c'est-à-dire qu'en gros l'humanité va entrer dans une sorte de nouveau paradigme, un nouveau champ de conscience, les gens seront plus éveillés, plus réceptifs aux choses de l'invisible, plus spirituels, moins matérialistes. En gros, vous aurez compris, ils vont être plus gentils, ils vont s'aimer les uns les autres, ils seront dans une sorte de bienveillance, etc., etc. En gros, tous les malheurs de notre monde vont s'effacer. L'ère du Poisson tellement horrible va finir et nous allons entrer dans cet âge d'or de l'ère du Verseau qui sera parfait, qui sera spirituel, qui sera lumineux, si l'on peut dire. Oui, pourquoi pas ? Mais pourquoi l'ère du Verseau, et le symbolique du Verseau plus spécifiquement, serait un symbole plus glorieux et plus intéressant que les autres, comme par exemple le Poisson, le Bélier, le Taureau et les autres, etc. qu'on a vus au cours du temps. Cela semble délicat. Pourquoi ? Parce que sur la symbolique des signes astrologiques, les signes se valent. Ils sont équivalents. Certains peuvent avoir des considérations un peu plus positives que d'autres. Certes, par exemple le Scorpion qui a une connotation un peu plus négative parfois. Inversement, des signes comme le Lion qui sont plutôt positifs sur certains aspects, etc. Mais dans l'absolu, faire du Verseau une sorte de total empire du bien dans son ère astrologique semble incohérent par rapport au signe du Poisson qui n'est pas vraiment un signe malveillant en l'occurrence, ou même le signe du Bélier qui n'est pas non plus un signe malveillant, mais plutôt un signe de force, de courage, etc., tout ce qu'on veut. Donc, on voit quand même une certaine vision utopiste qui se dessine dans l'idée de l'avènement de l'ère du Verseau. Et on va présenter un petit peu ce concept face à d'autres lectures plus ésotériques dans la troisième partie. Pour l'instant, tentons de faire le point sur quelques problématiques sur la durée des ères astrologiques, si l'on peut dire, avec d'autres grilles de lecture. Alors tout d'abord, si l'on considère la durée des ères de façon égale, c'est-à-dire en considérant que toutes les ères astrologiques aient la même durée, de la même façon que les maisons zodiacales, mais en considérant un T0 différent. Alors T0, c'est le point d'origine, on va dire, comprenez, de jonction entre l'ère du Bélier et l'ère du Poisson, c'est-à-dire le point de la fin de l'ère du Bélier et le début de l'ère du Poisson. Avec la lecture en T0 donc, et une observation sidérale, mais avec des maisons égales, eh bien on va considérer que la jonction entre l'ère du Bélier et l'ère des Poissons n'a pas eu lieu en l'an 1, mais a eu lieu sensiblement en l'an 221 de notre ère. Ce qui, vous en conviendrez, est totalement différent. Puisque du coup, l'apparition de l'ère du Poisson ne coïnciderait pas avec la naissance de Jésus-Christ, mais au contraire aurait lieu un peu plus de 2 siècles après. Alors du coup, cela donnerait d'autres dates. Commençons par la fin, l'ère de la Vierge se serait étendue entre 12 700 et à peu près 10 600 avant notre ère, l'ère du Lion cette fois-ci entre 10 600 et 8 400 avant notre ère, ce qui est globalement équivalent avec ce que je vous ai présenté tout à l'heure pour l'ère du Lion, l'ère du Cancer 8 400 à 6 200 avant notre ère, l'ère des Gémeaux 6200 à 4100 avant notre ère, l'ère du Taureau 4100 à peu près 1900 avant notre ère,
Mais l'ère du bélier, lui, c'est 1900 à 220 à peu près de notre ère. Et du coup, l'ère du poisson, c'est de 221 de notre ère jusqu'à 2387 de notre ère, et l'ère du Verseau n'arriverait qu'en l'an 2387. Ce ne serait donc pas pour demain, mais ce serait pour dans un peu plus de 2 siècles et demi, dans l'avenir. Donc sous-entendu, les grandes théories eschatologiques qui disent que c'est maintenant l'ère du Verseau, que ça arrive, là c'est tout de suite, le monde parfait est pour demain, eh bien non. Avec la considération du T0 sidéral, c'est dans longtemps, et nous ne le verrons pas de notre vivant, aucun d'entre nous, si je puis dire. Mais le découpage ne s'arrête pas là. On peut encore lire de façon différente, puisque, aussi bien dans la réflexion d'astrologie tropicale que sidérale, les maisons sont égales, toutes équivalentes. Le bélier, le taureau, le poisson, toutes la même taille. Mais, si on prend une lecture en durée inégale, c'est-à-dire avec un T0, cette fois-ci astronomique, basé sur l'observation du ciel, et donc où l'on peut regarder précisément quand le soleil se lève dans quelle constellation sur un point de vue de l'observation cette fois-ci, pas du tout dans des considérations astrologiques ou autres, on est simplement sur du pragmatisme, du visuel, si je puis dire. Alors cette fois-ci avec le T0 astronomique, les choses changent. Cette fois-ci, les maisons ne sont pas égales, la jonction entre l'ère du bélier et l'ère du poisson a lieu en 230 avant Jésus-Christ cette fois-ci.